Passion et proximité, toutes les valeurs de l'artisanat se retrouvent dans Terre de France. Oui. Alors, Bon, alors, nous, autant vous dire, on précise. n'est pas des pros. Hein. Oui, on n'est pas des pros. La preuve, c'est que on n'a jamais retrouvé le cochonnet, donc on a pris une balle de golf. C'est vous dire au point où on en est. Bon, allez, on tire une fois. Allez, on essaye. Après, alors, il y a le pont du Gard qui est là-bas. Ouais. Faut que tu me racontes. Tu as travaillé, toi, là-bas au pont du Gard? Ça commence bien, tu lances le cochonnet sur la caméra. Là. Je peux pas faire ça, je peux pas Bon, faire ça. allez, c'est pas grave. Ah, bah, vas-y, c'est à toi. Tu as travaillé longtemps là-bas? Et c'est que ça va faire 20 ans que j'y suis. On est tous déjà arrivés dans une région où l'on ne connaît personne. Aucune rue, aucun monument, aucune tradition, rien. Même l'accent, on ne le comprend pas. Alors, dans ces moments-là, on a besoin d'un guide. Celui qui indique le chemin, qui connaît les secrets, qui partage sa culture. Et le guide aujourd'hui, c'est lui. Et pour l'aider dans son tour de France, il a fait appel à toutes les télés locales et régionales du pays. Tous ensemble, on a créé une émission ancrée au cœur des 36 000 communes et de leurs 60 millions d'histoires. Et vous allez voir que la proximité peut vous faire voir du pays. Cette émission, c'est Terre de France. Devinez où on se trouve? Au pont du Gard, à Nîmes. Pas du tout, vous avez tout faux. Comme, retourne l'appareil photo, regarde ce qu'on aperçoit là-bas. Regardez avec moi. Là-bas, les petites falaises sont les côtes anglaises. Les côtes anglaises et juste à ma gauche, le cap Grinet derrière Kevin qui nous accompagne ici. Et là-bas, c'est le cap Blanc-Nez. Au milieu, c'est Vissant. Au milieu, on a 800. On ira tout à l'heure voir des flobards. On ira aussi, on va passer 4 semaines ici, c'est Terre de France, c'est comme d'habitude avec Wéo, nous sommes ici dans le Pas-de-Calais. Et on ira voir aussi ce qui reste du pays minier, ce qu'on appelait le pays minier. Bref, on va passer un mois ici à découvrir beaucoup de choses. Et Kevin, ce site est un site à la fois très naturel, merveilleux. On a vu un phoque tout à l'heure, il y en avait plusieurs. On voit passer des oiseaux. Ce site des deux caps, Cap Grinet, Cap Blanc-Nez, c'est la fin des collines de l'Artois. C'est l'Angleterre en face. Et c'est la nature préservée. Tout à fait, on a la chance dans le Nord-Pas-de-Calais d'avoir un littoral très préservé, donc avec des falaises de calcaire, des falaises de grès comme ici, et des belles plages de sable blanc, avec toute une faune et une flore qu'on peut y trouver. C'est la nature sauvage, malgré tout ce qu'on peut penser. Mais on pense que du bien. Et là, on est à marée montante, hein, et on voit que l'eau, la mer monte assez vite. Oui, tout à fait, il faut éviter de se faire piéger. Quand c'est découvert, la mer part quand même assez loin. Hein. Oui, c'est ça, ici elle peut reculer de 200-300 mètres à peu près, mais c'est pas la plage où ça recule le plus. Sur certaines plages, ça recule de plusieurs kilomètres, notamment sur le Calaisis par exemple. Alors, des phoques, je l'ai dit, on voit parfois des dauphins ici aussi. C'est ça, tout à fait. Depuis quelques semaines, il y a un banc de dauphins qui nous fait le bonheur de nous rendre visite. Donc, Et puis le Cap Grinet, c'est aussi un des points, un des crosses. Le cross qui surveille et assure la sécurité d'où à où à peu près? Alors c'est juste le passage entre l'Angleterre et le Nord-Pas-de-Calais, mais par contre il surveille tout le détroit du Pas-de-Calais jusqu'au début de la Bretagne, je crois. Oui. Et c'est le détroit le plus fréquenté au monde. Et Dieu sait si, oui voilà, et Dieu sait s'il y a du passage, Voilà, du tout à fait. trafic Plusieurs centaines de bateaux. entre la mer du Nord et la Manche, Oui. puis l'Atlantique. C'est ce qu'on appelle le rail, c'est ça? C'est ça, il y a le rail montant et le rail descendant. Comme sur une autoroute, en fait, les bateaux ne se croisent pas, ils sont chacun leur sens de Il circulation. faut bien le surveiller pour éviter Tout à qu'il y ait fait. des accidents, des pépins, Ouais. et malheureusement ça arrive de temps en Ouais. temps. Alors le Cap Grinet, pourquoi gris et pourquoi blanc? Grès calcaire? Voilà, Granit tout à fait. calcaire. Blanc-nez parce que blanc, et puis Grinet parce que la Pourquoi teinte nez? plutôt ocre. Pourquoi nez? Parce que c'est vraiment la pointe du Pas-de-Calais en fait. Quand vous regardez la carte du Pas-de-Calais, vous avez vraiment cette impression de pointe. Alors il y en a qui a un vrai cap et pas l'autre, c'est ça? C'est ça, le Grinet c'est vraiment le seul vrai cap du département. Parce qu'il s'enfonce vraiment dans C'est la ça, il mer. s'enfonce dans la mer. Alors que le blanc-nez, C'est le bout d'une baie en fait, tout sort, mais c'est simplement. un petit peu le bout d'une baie qui est celle de 800, La baie du Sang, voilà. hein, qui est une des stations balnéaires les plus courues ici dans la région, mais aussi par les Anglais. Hein. Ah, beaucoup d'Anglais, beaucoup de Belges aussi. Oui. C'est une des plus belles baies du département, Parce si que ce n'est la plus belle. Et c'est aussi ce qu'on appelle un spot, hein, on le redira, mais c'est Oui. un spot pour les véliplanchistes.
Pour les planchistes, surf. les kitesurfers, et puis les observateurs des animaux, les ornithologues qui viennent aussi ici pour observer la faune qui peut passer ici au large du Cap. Alors vous appartenez à Eden 62, qu'est-ce que c'est, Kevin? Alors Eden 62, c'est un syndicat mixte qui gère les espaces naturels sur tout le département du Pas-de-Calais. Donc ça va de Ouaplage au nord, aux dunes de Berck au sud, jusqu'au bassin minier dans l'est du département. Et vous surveillez quoi? La faune, la flore? Voilà, on entretient les milieux naturels, on fait des suivis scientifiques sur les espèces, on dénombre le nombre d'espèces, on identifie des espèces, on essaye de protéger un peu toute cette biodiversité. Et j'ai envie de vous demander comment ça va? Ça va plutôt Ça pas va mal. bien. On a la chance dans le département d'avoir beaucoup de milieux naturels très différents en fait. Ouais. Il y a des départements où ils ont des grands milieux naturels, nous on a la chance, c'est des petits espaces mais très variés. Alors moi, Donc du coup on s'occupe de ces bien petits sûr. espaces. Moi, ce que j'aime bien, c'est de montrer à tous ceux qui en France ont une idée un peu préconçue du Nord-Pas-de-Calais que c'est ça aussi. Ouais, C'est fait. ça, on le verra plus tard avec les mines, ce que ça a été, hein, Ouais, aujourd'hui, bien sûr. fermé. Mais c'est ça aussi, c'est cet espace naturel absolument extraordinaire Ouais, un littoral et qui est protégé. vaste avec des collines derrière. Et vraiment, on est en pleine nature. Alors, vous avez fait un livre, Oui, tout à fait. je crois que vous me disiez aussi un mot d'une plage, paraît-il, pas très connue. La plage de Strouane, c'est ça? Ah bah c'est Strohan, c'est Ça ça. va être ça. On m'en a parlé. On va aller voir avec l'équipe de WEO, parce qu'elle s'y est rendue cet été. Ils sont pas fous, WEO. Hein. Ils vont à la plage en été, eux. Oui. Bon, on en pense qu'on veut, mais c'est comme ça, hein, Une c'est bonne WEO. technique. Et ce livre, donc vous l'avez fait à compte d'auteur. C'est ça. c'est Avec nous qui vos l'avons- photos à vous? Voilà, c'est ça. On a Bravo. tout fait en interne et puis pour valoriser un peu C'est le patrimoine du département. magnifique. C'est une Voilà, balade en fait regarde justement comment c'est de, en été. de Ouaplage à Tu vois un Berck peu justement. T'as pas envie d'aller te rouler dans le sable comme ça? Bon, on y va à la plage? On y va, On y va, Kevin. Allez. Heureux les courageux qui s'aventurent sur le sentier des deux caps, car au milieu du chemin, ils embrassent d'un seul coup d'œil la beauté de Strouane, l'une des plages les plus secrètes de la côte d'Opale. Eliane est artiste peintre, elle est venue poser son chevalet face aux falaises du cap Blanc-Nez. Sous son pinceau, par petites touches d'acrylique, se révèle la force brute du paysage. Le site est protégé et qu'il garde un côté naturel et authentique. Alors aujourd'hui, il y a quand même pas mal de vent. Et là, on va le faire ressentir le vent. Voilà, le sable, il faut qu'il bouge. Voilà. Car même sous un beau soleil, le vent balaie inlassablement cette langue de sable fin entre Écale et Ouessant. Pas de quoi effrayer, Thérèse et son mari ils plantent leur parasol ici depuis 40 ans et font découvrir cet été à leurs petits-enfants le plaisir d'une plage préservée du tourisme. Il faut faire un bout de chemin. Et il n'y en a pas beaucoup qui aiment faire de la marche avec tous les bagages. Regardez, nous, on est mieux que le paravent, le parasol, on va pique-niquer la journée. Quelquefois, on est 4 ou 5. On n'est pas nombreux, donc c'est impeccable. Loin des rares baigneurs, on retrouve à bord de leur bateau Jean-Marie et Gérard, deux pêcheurs natifs de Ouessant. Les deux caps, chers à leur cœur, sont protégés depuis leur labellisation Grand Site de France en 2011, car les falaises de craie sont fragiles. Jean-Marie le constate au quotidien, avec l'érosion, le Strouane est en perpétuelle évolution. On voit bien qu'au fur et à mesure qu'il y a des grandes marées ou du mauvais temps, mètre par mètre, ça recule. Hein, il y a l'érosion qui est là. C'est toujours un spectacle changeant. Hein. Ah ouais, on a une chance phénoménale d'habiter dans un coin comme ça. C'est super. Et le Strouane recèle un secret historique cette fois. À marée basse, Sophie Davis, guide et historienne, nous fait découvrir les baves ensablées d'un UC-61 sous-marin allemand de la Grande Guerre, au destin étonnant. Il devait aller sur le port de Boulogne qui se trouve par là et malheureusement il est remonté, il s'est perdu dans le brouillard et c'était marée basse et il s'est échoué. Voilà. C'était en juillet 1917, l'équipage est fait prisonnier et comme on le voit sur ces photos, les soldats français à l'époque font exploser le sous-marin par sécurité. Il était rempli de bombes. Sur la plage, le soir, lorsque les empreintes de pas sont peu à peu recouvertes par une nuée de sable, la nature semble reprendre ses droits. Mais au Strouane, ce jour-là encore, l'a-t-on finalement tant dérangé ?
Michel, on était au Cap Griné, 800, c'est par où? C'est par là ou c'est par là? Ah, c'est l'énigme, ça, c'est l'énigme qui intéresse beaucoup de monde. En fait, ces deux plaques étaient aux extrémités, l'une à gauche du Cap Griné, l'autre à droite. Oui, et vous donc, les avez récupérés? C'est un cantonnier du secteur de la DDE qui a eu la bonne idée de nous suggérer de le mettre au musée. Elles ont fait le tour du monde, c'est oui, on les a vus partout. Partout dans les presses locales et internationales, c'est vraiment un sujet de où ça se trouve, où se trouve 800, où se trouve le Cap Griné. Je vous présente Michel. Alors Michel, il a fait beaucoup de choses, il fait beaucoup de choses. Michel, architecte, Michel, hôtelier, restaurateur, ici, à 800. Oui. Et surtout, c'est pour ça qu'on le rencontre aujourd'hui, Michel préside une association, son nom précis, de restauration des flobards. C'est l'association Flobard des Deux Caps. Flobard des Deux Caps, oui, parce que 800, c'est le site des Deux Caps, c'est-à-dire que c'est entre le Blanc-Nez et l'Élysée. Oui, mais je précise juste une chose qui est très importante, c'est que c'est une association qui fédère plusieurs villages. Le musée est à 800 parce qu'il y a de la place à 800, mais ça regroupe Ambleteuse, Audrecel, Audingan, 800. Alors, reste à savoir, pour ceux qui ne sont pas d'ici, ce qu'est un flobard, Michel. Un flobard, donc c'est un... On va en voir un peut-être, oui. On va aller là-bas, parce qu'il y en a justement un très très vieux à restaurer. Très vieux et le plus gros. Et le plus gros. Alors un flobard, c'est quoi? Donc un flobard, c'est un bateau d'échouage qui est particulier et qu'on ne trouve que sur la côte d'Opale, entre Sangatte et Berck-sur-Mer, et qui fonctionne avec la marée. En fait, c'est un bateau qui reste sur la plage. La marée vient le chercher. Et qui sert aux pêcheurs, c'est un bateau de pêche. C'est un bateau de pêche, absolument. Un bateau de pêche typique d'ici, qui est très, très ventru, mais particulièrement, il est ventru, mais il y a quand même un losange à la base qui est plat. Il est dans un sale état, celui-ci. Celui-là, il est triste, oui. Ouais, celui-là, il est triste. On peut le restaurer encore? En état de présentation, oui, mais il ne pourra pas faire beaucoup de mètres. Hein. On va le mettre là, sous un auvent, et on va le laisser tranquille parce qu'il a fait du pays. Il a fait le sous-marin aussi, puisqu'il a été renfloué dans le port de Boulogne. Et on l'a restauré une première fois. Malheureusement, c'est du bois, et ça souffre beaucoup quand c'est à l'extérieur, de l'alternance de la pluie et du soleil. Voilà. Un flobard, la particularité d'un flobard, c'est quoi? Il est ventru? Il est ventru, il est à construction à clin. Hein, c'est-à-dire ce sont des clins qui sont superposés et qui ne sont pas à franc-bord. Les francs-bords, c'est des constructions où les planches... Il y a un petit joint Il y a un petit joint en chanvre, calfaté avec du goudron. Et ça, c'est une construction qui est traditionnelle et qui nous vient des Vikings et qu'on retrouve en Angleterre. Les bateaux en face, à Hastings, c'est exactement la même forme et la même conception. Chez l'ennemi, là-bas? Chez l'ennemi, l'entente cordiale. Pendant longtemps, on s'est fait la guerre, quand même. Oui. Jean Bart n'était pas... C'est encore un petit peu tendu de temps en temps. Et donc, ils utilisent les mêmes flobards? Ils sont un petit peu plus gros et ils ont la poupe arrondie. Ça veut dire quoi, flobard, Michel? Ah ça, l'énigme aussi, c'est comme les plaques, on n'en sait rien. On a retrouvé les termes flobard en 1800, enfin avant 1900, du XVIIIe siècle, mais on n'a aucune signification particulière. Est-ce qu'il y en a encore en activité? Il y a encore des pêcheurs ici à 800 qui utilisent les flobards? Alors, le dernier qui utilise les flobards, c'est Patrick Malfoy à 800, qui utilise encore son flobard, qui a 32 ans, qui est en plastique, qui a été fabriqué à 800 d'ailleurs. Il y avait un atelier de fabrication de flobards à 800. Et il y a encore beaucoup de plaisanciers qui ont racheté les flobards aux pêcheurs et qui pratiquent la pêche ici, parce que c'est un bateau qui tient bien la mer à cause de sa forme et qui est très pratique. Et donc, beaucoup de plaisanciers, c'est pour ça que vous en voyez partout dans les villages, qui sont à gauche et à droite dans les jardins, c'est des plaisanciers la plupart. On va voir ceux que vous avez restaurés qui sont dans le hangar là-bas? Voilà. Allons-y. Là, ici, on a au moins une dizaine là, de flobards restaurés. Oui, tout à fait. On a 14 bateaux au total, dont une dizaine restaurés et 2 neufs. Celui-là est neuf, il date de 2004. J'adore le pare-battage. Le pare-battage. C'est fait par un ami qui est corde. C'est extraordinaire. Première fois de ma vie que je vois ça. Ouais, c'est un beau truc, puis ça correspond bien au bateau. Oui. Hein, en plastique, ça n'aurait pas été là. Alors celui-ci a un mât, donc c'est un flobard à voile, il y en a beaucoup. C'était des bateaux à voile ou à moteur? Alors c'est une grande période où ils étaient à voile. Tout au début, au 18e, peut-être ils étaient simplement à l'aviron, et après ils ont adapté 2 mâts, il y a 2 mâts, et c'était ce qu'on appelle un gréement bourset-malais. Pratiquement comme
pas tout à fait comme la gravure qui est là, mais il y a un mât arrière et un mât avant. Sinon, c'était des bateaux qui finalement, alors quand ils avaient un moteur, c'était un tout petit moteur, hein, 9-10 chevaux. Dans les années 60, ils ont donc abandonné la voile, ils ont gardé quelques voiles, ou des voiles au portant simplement avec un seul mât, et ils ont adapté un moteur. Ça, dans les années mais 60, c'était des bateaux qui fonctionnaient vraiment avec la marée. Enfin, ah oui, oui. Marée haute, on allait se poser sur le sable, et marée basse, on voilà, tout à fait. Non, ils partaient toujours à la marée haute. Hein. Ils arrivaient et ils partaient à marée haute, puisqu'il fallait que la mer vienne chercher le bateau. Et ensuite, ils faisaient la marée et ils revenaient. Et quand ils ne voulaient pas partir pour des raisons familiales, des raisons de météo, etc., à ce moment-là, ils poussaient le bateut une dizaine de mètres, un peu plus haut de la marée, pour que la marée ne prenne pas. Le chercher, oui. Ou alors, quand c'était un départ, une arrivée suivie d'un départ, le temps que le bateau reste sur la plage, ils désignaient un matelot pour garder l'ancre. Et qu'est-ce qu'on pêchait avec ça? Alors, c'est tous les poissons classiques ici de la côte, hein, le cabillaud, la sole, le mulet, le bar, le carlet, bien sûr. Et de temps en temps, quelques poissons exceptionnels. Il y avait du saumon ici, au large. C'est fini, ça. C'est fini, oui. Et du côté des fonds rocheux, au Drossel et en Bleuteuse et Cap Griné, c'est le homard et le crabe. Qu'est-ce qui vous a pris, Michel, de vouloir restaurer, conserver les flobards? Je suis un profond amoureux de 800, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Alors le bateau ici, la passion du flobard, c'est que comme j'ai découvert, comme beaucoup de monde, que le bateau, l'objet représentant la côte d'Opale, c'était le flobard, forcément. Et il était temps qu'on fasse une sauvegarde, parce que à cause de la diminution des quotas en mer, la loi Mélic nous a proposé des subventions pour arrêter le bateau. Donc les bateaux, la plupart, étaient abandonnés. Il fallait les détruire ou les confier à un musée. Voilà, ou à des gens comme vous. C'est un musée. Oui, c'est un musée aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Et donc ils ne pouvaient pas le revendre ni le réutiliser. Donc les bateaux étaient condamnés à disparaître. Et là, il était grand temps. Et l'association en 99 était intervenue juste au moment où la plupart des bateaux, il fallait les mettre à l'abri. Ce sont des bateaux qu'on expose aussi dans des manifestations navales, nautiques? Pratiquement toutes les manifestations nautiques locales, de Dunkerque jusqu'à Étaples, voire plus loin, puisqu'on en va jusqu'à Douarnenez, on a même été à Brest. Et on représente la région, la Côte d'Opale, la région, voire le Nord-Pas-de-Calais. À Brest, on représentait le Nord-Pas-de-Calais. Ça, c'est grâce à nos partenaires, parce qu'on a quand même pas mal de partenaires. Il y a la Fédération du patrimoine maritime, il y a le parc naturel qui nous aide beaucoup, les communes, la communauté de communes, le pays boulonnais. On n'est pas tout seul. Hein. Voilà, c'est le flobard. Vous découvrez un des emblèmes de cette région de la Côte d'Opale. Il y a aussi les maisons de pêcheurs que vous essayez aussi de sauvegarder, de préserver. Oui, alors, c'est quoi une maison de pêcheur? Enfin, on imagine, mais c'est quoi ça? Architecturalement, vous l'architecte, c'est une longère. C'est une longère. C'est une longère. Elle n'a pas de particularité par rapport aux maisons agricoles de l'intérieur, sauf qu'elles sont au bord de la mer. Peut-être un peu plus pauvres. Hein. Alors, ce que je propose, Michel, c'est qu'on aille en voir une que vous avez louée pour la restaurer. Hein. Oui. Et pendant ce temps-là, je vous propose, vous qui aimez les flobards et les bateaux, je propose de regarder aujourd'hui ce qu'on appelle les aéroglisseurs, mais personnels, pas celui qui faisait la traversée vers l'Angleterre, qui n'existe plus aujourd'hui, utilisé par des personnes privées, comme ça, pour s'amuser et se promener. Allez, on y va, on va voir les maisons de pêcheurs. C'est un engin glissant sur coussin d'air. Le moteur est bruyant mais la sensation unique. L'aéroglisseur ou comment passer du sable à l'eau tout en douceur. Et il revient à la mode. Les plus nostalgiques se souviennent alors des années 60 quand l'Overcraft transportait des passagers de Boulogne-sur-Mer vers l'Angleterre. Il y a un regret également au niveau de la population. Parce que c'était souvent une promenade le dimanche, les gens venaient, vous voyez, sur la grande digue qu'il y a là-haut pour regarder les aéroglisseurs justement partir ou arriver. L'aéroglisseur a évolué aujourd'hui avec des modèles de 4 ou 6 places. Un engin à mi-chemin entre le bateau et le véhicule tout-terrain
qui est utilisé de plus en plus pour des missions très précises. On commence à travailler beaucoup avec les scientifiques maintenant, avec le développement des analyses et d'études de l'environnement. On a besoin d'aller sur des zones humides qui sont impraticables avec d'autres engins, et donc on travaille avec les laboratoires comme l'Ifremer, le laboratoire du littoral à La Rochelle ou l'Université de Nantes régulièrement. En Grande-Bretagne, il est même utilisé pour des missions de secours. Un aéroglisseur coûte 15 000 € à l'achat. Certains aimeraient même proposer des balades sur le littoral nordiste. Problème, la réglementation française qui n'est pas favorable, puisque l'aéroglisseur est toujours considéré aujourd'hui comme un bateau. Michel, c'est ça la maison de pêcheur? Oui, petit miracle. Alors c'est quoi l'histoire de ce miracle? Alors c'est une maison qui était à l'abandon et fortement dégradée. Et on a dialogué avec le propriétaire et il a suggéré le sauvetage des maisons, la transformation en petit musée. Oui. Et il a adhéré tout de suite à l'idée et il nous a beaucoup aidé d'ailleurs. C'est vrai que ici les habitants la connaissaient à peine tellement il y avait de la broussaille autour. Il avait été complètement caché sous les ronces, les sureaux et tout. Là maintenant on va faire le code, hein, qui change de temps en temps. Ah, oui. Hop, je passe devant. Et donc il a accepté... de nous la louer pour un franc symbolique. Oui, pratiquement un franc symbolique. Et il nous a aidé beaucoup d'ailleurs au niveau de l'achat des matériaux. Nous autres, on a fait beaucoup de main-d'œuvre pour la construction, mais les matériaux nous ont beaucoup aidé. Donc on ne peut pas y entrer, hein, les vitres sont fixes, mais en revanche, ce sont des vitrines, des scénettes à l'intérieur. C'est des scénettes à l'intérieur. On retrouve la vie d'avant. Oui. D'un pêcheur avec sa famille. Voilà. Protégé par des glaces infranchissables. Et à l'intérieur, il y a plusieurs pièces. Hein, la pièce de séjour, la cuisine, oui. la chambre qui servait à tout le monde, puisque la première maison, il y avait 7 personnes dedans, au maximum. La deuxième maison, là-bas tout au fond, parce que c'est 2 maisons en réalité, c'est une pièce avec 4 personnes. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle le grenier, quoi, avec les filets et tout ça. Alors la maison était bien restaurée, avec beaucoup d'humidité. Parce que la toiture n'était pas étanche, forcément tous les boiseries, tous les murs s'étaient imprégnés d'humidité. Et là, il a fallu très longtemps pour le sécher. On est arrivé aujourd'hui, ça y est. La particularité de cette maison, c'est qu'elle est ouverte tous les jours, ce qui est pas mal pour un musée, 14 à 22 heures. Ce qui est pas mal, parce que ces personnes, après le repas du soir, même, ils peuvent venir voir. C'est complètement éclairé, c'est même plus féerique le soir à cause du contraste de la lumière. Bon ben merci beaucoup Michel. On va continuer notre chemin vers Wimereux. Là aussi, il y a des maisons intéressantes. Hein. Oui, c'est aussi une station réputée avec une belle architecture. Une belle architecture. Et puis, on reviendra voir les flobards. Oui, quand le musée sera fini. Oui, tout à fait. Il y a de l'évolution en l'air, ça va bouger. Allez, merci Michel. Au revoir. Au revoir. Le regard concentré, le geste assuré, Sylvette donne les derniers traits de crayon à cette gravure. Et voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à l'encadrer. Contrairement aux apparences, nous ne sommes pas dans l'atelier d'une artiste, mais bien d'une artisane. Sylvette est restauratrice de papier, un métier méconnu. Il s'agit de consolider souvent, voire simplement de conserver, mais en général de consolider ou de réparer, entre guillemets, donc de restaurer, tout ce qui est patrimoine papier. Entre ses mains, des livres, des plans ou des dessins, des objets en papier comme cet éventail. Elle leur offre une cure de jouvence. Aujourd'hui, Sylvette découvre une affiche des années 30. Elle a un peu jauni, mais pas trop. Et dans les angles des plis, le papier a craqué, voire a disparu un petit peu. Ici, on voit très bien qu'il y a une lacune, mais on verra encore mieux quand elle sera entoilée. Avant de passer sur la table d'opération, le papier est nettoyé à l'eau tiède,
une étape quasiment systématique en restauration. Elle n'est pas très sale, hein. Elle est jaune mais elle n'est pas très sale. Cela fait 15 ans que Sylvette s'est reconvertie en docteur papier. Elle s'est formée sur le tas grâce à de nombreux stages, mais la voie royale, c'est l'Institut français des restaurateurs d'art ou l'université. Donc là, je mets mon papier bien à plat. Et ce qui lui plaît avant tout, c'est le côté artisanal, le travail de ses mains. C'est vrai qu'il faut beaucoup toucher, il faut beaucoup regarder, beaucoup observer, mais il faut une bonne dextérité, c'est vrai. Et puis il y a aussi l'histoire avec un grand H que les petits papiers racontent. Ils viennent souvent des archives nationales, mais les particuliers possèdent eux aussi des imprimés précieux. Mais le grand public n'est pas toujours averti de ce qu'on peut faire avec le papier. Or, il y a un patrimoine papier très important, même dans le grand public. Chez les particuliers, hein, il y a beaucoup de choses. Quelquefois, ils peuvent avoir des petits trésors dans leurs armoires ou dans leurs tiroirs. La séance s'achève pour cette affiche. La voilà collée sur une toile rigidifiée. À l'aide d'un papier au grammage identique, l'artisane comble maintenant les lacunes. Mission accomplie. Pour le moment, maintenant, il faut qu'elle sèche et la suite du travail se fera après séchage. À condition d'être conservée à l'abri de l'humidité et de la lumière, cette affiche devrait pouvoir vivre une très longue nouvelle vie. L'artisanat vous accompagne en Terre de France. Passion et proximité, toutes les valeurs de l'artisanat se retrouvent dans Terre de France. Niché entre deux falaises, en pleine nature, Wimereux se dévoile. Lorsque la digue est encore déserte de plaisanciers, les lève-tôt profitent de la marée basse pour se rendre à la pêche aux moules. Christine et Patricia, deux copines de longue date, viennent à Wimereux chaque année. Leur plaisir, c'est de préparer des moules fraîchement pêchées, une autre façon de profiter de la station. C'est le plaisir de les cueillir, de les avoir ramassés soi-même, patauger dans l'eau, et puis d'être sur dans un lieu que l'on aime beaucoup. Puis quand on remonte, on a la vue sur Wimereux, là, et les falaises, c'est magnifique. Voilà, on s'en lasse pas, puisque tous les ans on revient, et plusieurs fois. Oui. Sur la digue, les chanceux qui possèdent une cabine de plage peuvent y prendre leur repas. Installées au pied des somptueuses villas, elles sont une petite annexe de la maison et une tradition. Monique est née ici et elle en a toujours possédé une. À l'intérieur, il y a de tout, les fauteuils, les maillots de bain, les serviettes, de tout. Ah, moi, je ne pourrais pas m'en passer. Ah non, 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 non. Il fait du vent, on est à l'abri, on ouvre les portes. Non, non, on ne peut pas s'en passer. Wimereux est aussi une fabrique à champions. Son club de voile, qui compte 150 licenciés, entraîne quelques-uns des meilleurs mondiaux de planche à voile. Jules Denel est triple champion de France de windsurf, sorte de planche à voile acrobatique. Après avoir fait le tour du monde pour les compétitions, il est heureux de revenir ici, chez lui, car le paysage lui réserve toujours des surprises. Ouais, ça a toujours été un endroit vachement spécial, même quand je pars à Hawaï ou à l'étranger ou quoi, je suis toujours content de revenir, toujours surpris un petit peu de à quel point ça me manque le Nord et Wimereux, et donc voilà, du coup c'est toujours bon de revenir ici, quoi. Et alors que le soleil se couche doucement sur Wimereux, c'est l'heure où les paramotoristes déploient leur voile. Marc Schmera est le directeur de l'office de tourisme. Passionné, il attire les pilotes de tout le pays ici pour admirer la lumière, les reliefs et les falaises de la côte d'Opale. On est quand même en 3 dimensions, donc on fait des choses effectivement qu'on ne voit pas à terre, hein. C'est bête à dire, mais c'est vraiment super. On est assis dans une chaise à quelques centaines de mètres, et puis on admire le coucher de soleil, on attend que le soleil se couche, c'est super. C'est la liberté totale, voilà, on fait un petit coucher de soleil grâce à l'une des plus belles plages de la côte d'Opale, Wimereux, donc c'est génial, c'est super. Sur terre, en mer, dans les airs, Wimereux offre généreusement à ses visiteurs des trésors. Une beauté unique et préservée qui font de cette station un bijou du littoral du Nord.
charme de Wimereux, Catherine. Quand on vient à Wimereux, eh bien, on n'arrive pas à s'en défaire. C'est ça la phrase que vous m'avez apprise? Non, c'est pas tout à fait ça. Bon, d'accord, ça commence bien. Je disais que quand on habitait Wimereux, on n'en sortait pas indemne. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que il y a un charme. On revient. C'est pour ça que l'association s'appelle comme ça. C'est lié à quoi? C'est lié à cette plage qui a un vrai charme avec ses rochers, ça. C'est quoi? Les maisons, le front de mer qui est resté quand même très dans son jus. Hein. C'est un tout. C'est un tout. D'abord il y a cette baie, il y a ces couleurs qu'on ne trouve pas forcément ni à Boulogne ni à Calais. Et il y a toute cette architecture, et derrière l'architecture, il y a une foule d'histoires complètement délirantes. Oui, alors un exemple. Un exemple. Cathy, puis après on a un rendez-vous au Grand Hôtel. Oui, Monique nous attend. C'est celui qui est là, hein? Oui, d'accord. Voilà. Allez, un exemple, il y a un monsieur qui habitait la villa Excelsior, qui s'appelait Monsieur Dibos, qui a été maire de Wimereux, et qui était une espèce de professeur tournesol, un petit peu foufou. Et il avait inventé, entre autres, une machine à écarter le brouillard. Pour de vrai? Pour de vrai, et ça fonctionnait. Et c'était pas du tout stupide, parce qu'en fait, on s'était aperçu que les bateaux, quand il y avait du brouillard, avaient tendance à couler lors des entrées et des sorties des ports. Donc il fallait trouver le moyen d'écarter le brouillard pour qu'ils puissent rentrer, sortir sans problème. Mais il existe encore cette machine? La machine n'existe plus, par contre il y a des traités, c'est parti aux États-Unis, on a des preuves, on a des cartes postales de sa maison avant et après la mise en action de la Pourquoi? villa. Parce qu'il y a eu des personnages ici qui sont venus énormément. Qui sont natifs d'ici? Pas natifs. Pas toujours. Pas natifs. Alors c'est un petit peu le pourquoi existe aussi Wimereux, c'est que bon, on peut faire ce qu'on veut. S'il n'y a pas un moyen de transport pour venir, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. La gare est juste là derrière. Il y a une gare. Et cette gare dessert la station. On descend du train et on vient à la mer à pied. C'est comme ça que Wimereux a commencé à exister. Il y avait quelqu'un qui faisait le transport? Oui, alors notamment deux charretiers qui travaillaient pour l'hôtel du Centre actuellement, qu'on appelle l'hôtel du Centre, qui s'appelaient Burlut et Cartouche, et qui transportaient les valises des gens pour aller à l'hôtel et puis pour les déposer dans les villas. Et ils venaient d'où? Ils venaient déjà de Paris ou alors, de Paris, Amiens, Lille aussi. Oui. Et puis il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il y avait les transmanches, les transatlantiques à Boulogne. Et donc Boulogne desservait énormément de pays. L'Afrique, les États-Unis, etc. C'était pas seulement le port de pêche comme on l'a appris à l'école, Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France, etc. Non. C'était un vrai port. Il y avait une économie énorme autour de ça, et ce qui fait qu'ici on a eu une princesse russe. C'est derrière la pointe. C'est juste là derrière, et ça a toujours été, même du temps des Romains, la Classis Britannica était basée à Boulogne. Mais les chefs romains habitaient ici, dans la baie Saint-Jean. On a retrouvé des traces, oui. C'est le côté un peu chic. Mais oui, il faut y aller. Monique nous attend. Oui. Je sais qu'elle attend ses petits-enfants. Il ne faut pas qu'on tarde. On va se dépêcher. On est venu boire un petit café chez Monique avec vous, Catherine. Oui. Alors, merci d'abord, Monique. En plus, vous êtes les bienvenus. Merci, mais alors ce café-là, c'est un café du Nord. Hein. Oh là 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 là. Je sais pas, j'ai pas fait attention. Mon père aurait dit, c'est pas du jus de chaussette. Hein. Il est costaud. Hein. Monique, d'abord merci de nous avoir ouvert votre porte. On est ici dans un grand hôtel. Qui date de 1895. Hein, mais déjà à l'époque, en 1895, il y avait une cinquantaine de pensions de famille, de petits hôtels. Et cet hôtel a pris la place d'un hôtel plus ancien, qui était un hôtel plus modeste en bois, hein, un chalet, comme ça s'appelait. Et donc cet hôtel avait la particularité d'être ouvert seulement de Pâques à Toussaint. Parce que le gérant, M. Graff, se déplaçait avec tout son staff
la vaisselle, l'argenterie, les cristaux, tout. Et il faisait été à Nice, l'hiver à Nice, un peu de sport d'hiver, et puis l'été ici. Bon. Voilà. Mais c'est un hôtel qui n'est plus un hôtel aujourd'hui. Mais non. Vous occupez quelle partie ici de l'hôtel? Écoutez, avec 6 mètres de hauteur, c'était les salles de réception, c'était le restaurant, c'était les salles de réception. Mais voilà. Pourquoi vous avez voulu occuper cette... C'était le hasard. Vous auriez pu acheter, louer une maison derrière. Ah oui, mais ça c'est un petit peu mythique, le Grand Hôtel, il faut bien dire. Et puis nous étions, c'était au départ notre résidence secondaire. Et de toute façon, je suis une vieille Vimrosienne, je suis venue ici à partir de l'âge de 15 ans, et mes beaux-parents avaient une villa. Et je crois que, comme dirait un petit-fils, on a un jour le virus de Vimereux, et nous avions envie d'inviter Qu'est-ce qui vous attache à Vimereux? C'est quoi? Ce sont les jolies maisons uniques, hein? On les a vues. Pas spécialement, c'est le vous. paysage. Je viens du centre, hein, donc j'ai un œil tout à fait peut-être différent. Mais par rapport au nord où je vivais, je trouve que le Boulonnais est une région intéressante parce que c'est vallonné. La campagne est toujours présente à quelques kilomètres. Et puis... on est au bout des collines de l'Artois. Exactement. Hein. Les collines de l'Artois qui, en arrivant sur la mer, plongent, et ce sont les fameux Cap Blandé, Cap Grillé. Exactement, et donc le paysage, et puis il y a une lumière qui est extraordinaire. Hein. Quand on arrive ici, aujourd'hui justement c'est un peu triste parce que c'est gris, mais la lumière est extraordinaire. Tous les matins, moi, quand je lève les volets, je n'ai jamais la même lumière, la mer n'est jamais de la même couleur, c'est très très vivant. Donc pour vous, le Grand Hôtel a été mythique. Oui, tout à fait. C'était important d'y rester. Voilà. Et puis après, bon, à notre retraite, avec mon mari, on s'est installé là définitivement. Ouais. Et cet hôtel a vécu à quelle époque exactement, au plus fort de son activité? À partir de 1900, hein, et jusqu'à la guerre de 14, c'était vraiment un hôtel très très prisé. Quoique, si vous voyez juste en face sur les falaises, il y avait un casino et un hôtel qui était encore le Splendide, qui était encore plus coté. Mais ça faisait partie des hôtels importants. C'était la station chic. C'était la station chic peuplée par des Anglais qui venaient pour le golf. Il y avait, imaginez-vous, à l'époque 2 tennis. Il y avait une vie mondaine tout à fait extraordinaire. Au casino, il y avait des thés dansants l'après-midi. Il y avait, les Anglais prenaient l'apéritif, venaient au golf. Il y avait 3 orchestres au casino. Et repartaient avec quelques bonnes bouteilles de vin. Tout à fait, tout à fait. Dans le coffre de la voiture. Exactement. Ah oui, mais à l'époque, il n'y avait pas, il y avait encore tellement... oui. Et puis, 1914 est arrivé, et les hôtels de la région ont été réquisitionnés pour être des hôpitaux. Et donc cet hôtel est devenu un hôpital. Et en 1917, il y a eu un malencontre court-circuit, c'est pas du tout un problème de la guerre, et il a flambé, donc les étages ont été incendiés. Et alors là, c'est un détail curieux, c'est que les Anglais sont très forts pour tout ce qui est lutte contre l'incendie, mais leurs tuyaux n'étaient pas compatibles avec les tuyaux français. Ça vous m'étonne. C'est bien que... ils se vissaient dans l'autre sens ou je ne sais quoi. Oui, les diamètres n'étaient pas les mêmes, j'ai appris. Et, bon, donc cet hôtel a été incendié et en 1924, il a été refait. Et il y a eu un étage de plus. C'est pour ça que sur les cartes postales, vous pouvez vous rendre compte que le bâtiment n'est pas tout à fait le même avant et après la guerre. Il avait bien souffert, parce que ruine du Grand Hôtel là, sur la photo. On va l'avoir un petit peu mieux en gros plan, mais et ce qui est amusant, c'est que cet hôtel était sur la plage. Ah, tout à fait, oui. On descendait le sable. Voilà, c'était le gros argument. D'ailleurs, on pouvait aller en costume de bain directement de l'hôtel à la plage. C'était le fin du fin. Et il y avait des planches. Il n'y avait pas à ce moment-là une digue bétonnée comme nous l'avons maintenant, mais c'était des planches un peu comme à Deauville. Voilà. Et à partir de quand vous êtes installé ici? L'hôtel a été transformé par donc les propriétaires, M. Depreux, après la guerre, a eu du mal à faire repartir cet hôtel
Pourtant, vers les années 1950, il y a eu quand même des gens assez intéressants qui débarquaient ici comme traînés. Quand ils venaient à Boulogne, ils logeaient ici, comme l'orchestre de Spears aussi. Oui. Parce que l'hôtel et le casino qui étaient sur la falaise, eux aussi ont brûlé en 1937. Et cet hôtel est devenu un casino. Aussi, une partie a été transformée en casino. D'ailleurs, les artistes qui se produisaient dans la région, sûrement, logeaient plutôt Logeaient ici. Plutôt à Wimereux, voilà, exactement. Donc ça donnait quand même un certain train de vie et un certain faste. Voilà. Et puis il y avait certaines pièces, comme par exemple le sous-sol de cet immeuble, servait de salle de casino, de salle de boules. Vous regrettez, Monique, vous regrettez cette époque Non, je crois que tout a changé. Mais enfin, c'était plus festif. C'était certainement plus festif. La clientèle était différente, mais je crois que les gens ont évolué autrement. Maintenant, on ne va pas s'installer à l'hôtel pendant un mois ou 15 jours ou un mois, comme ça se faisait. Il faut s'imaginer aussi que les villas de Wimereux étaient des villas qui étaient occupées par des gens de la bourgeoisie, mais qui avaient 8, 10, 12 enfants, qui arrivaient avec leur personnel. La vie était très, très, très différente. Oui, c'est le cas de la villa Saint-Bernard. Exactement, voilà. Qu'on a vu tout à l'heure. Tout à fait. Et Catherine m'expliquait qu'elle était occupée par une personne qui avait 11 enfants. Voilà. Pour ça. Alors il fallait des gouvernantes, il fallait des nurses, il fallait... Oui. Et là, cet hôtel, bien, à l'époque, quand il a été fait, il avait l'eau chaude et l'eau froide dans chaque chambre. C'était déjà quelque chose de luxe. Une salle de bain par étage ou deux, mais c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais les choses sont différentes. C'était une autre époque. Et donc, cet hôtel a été transformé à partir de 1970 en appartement. Donc, les appartements du bas encore. Et puis, ça a été fait par M. Malayeux, l'entrepreneur qui a fait la plupart des villas de Wimereux et qui a été un des précurseurs et qui a aussi changé les hôtels en appartements. Et en plus, la vue que vous avez d'ici est quand même assez sympathique, je peux dire. Oui, il faut dire. Et vous voyez vraiment le temps qu'il fait. Et puis c'est toujours animé, même quand il y a de la neige, ça arrive. Et le début du port de Boulogne-sur-Mer qu'on aperçoit là-bas. Oui. Je regrette, voilà une chose que je regrette. Dans le temps, il y avait quand même tous ces bateaux qui passaient, la malle anglaise qui passait régulièrement, parce que Boulogne a perdu le fret et puis les voyageurs qui allaient de Douvres à Boulogne et de Folkestone à Boulogne. Oui, ça c'est quand même extraordinaire de voir passer les bateaux. Merci beaucoup, Monique, pour votre accueil. Puis on va vous laisser, vous avez vos petits-enfants qui arrivent là. Oui. Ils sont un peu en retard. Non, enfin, ce sont des grands, ils peuvent attendre. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bon, vous nous emmenez où, Catherine? On va aller voir la Tourelle. La Tourelle? La Tourelle, c'est le nom de la maison, avec M. et Anne de Mars qui nous y attendent. Je vous suis, Catherine. La gamme de couleurs, généralement, était plutôt dans les crèmes, gris, assez discrètes. Et mon Martin Pêcheur, ce sont ses couleurs d'origine aussi. Ah, ce sont ses couleurs d'origine. Oui. Il y a un code, les propriétaires ne font pas ce qu'ils veulent, ils sont obligés de respecter certaines couleurs, certaines formes de restauration. Normalement. Il y a eu un rapport qui a été fait en 91 qui recensait toutes les villas et qui a donné toutes les indications qu'il fallait pour les conserver dans leur jus, pour les continuer à les mettre en valeur, sans faire des choses complètement C'est vrai que la digue qu'on a vue, il est rare de voir une digue sans un immeuble qui la dégrade, enfin sans une construction trop moderne. En tout cas, l'impression d'ensemble est une forme d'unité. Je ne citerai pas d'autres stations où les fonds de mer ont quand même été, on ne dira pas lesquelles. Alors la voilà, la villa La Tourelle. La voilà. Évidemment, il y a la tourelle. Et il y a une tourelle avec le seul escalier qui est à l'intérieur. Et là, je crois que les propriétaires. Et qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Alors, sa particularité, il y a l'architecture qui est quand même très, très, très belle. Mais à l'intérieur, si vous regardez bien, on voit très bien d'ici,
Il y a une vitre gravée qui est dans la cuisine. Je l'aperçois, mais le mieux c'est d'aller... On va les voir de près. Ce sont des amis à vous, on peut... Ah oui, il n'y a pas de... Ils vont pas nous chasser. Je vous laisse passer. Bonjour. On peut venir vous voir. Vous avez de la chance d'habiter ici, Yann. Oui, c'est très agréable. Comme, Il n'y a pas que la maison, il y a aussi tout l'environnement. Mais je vais vous faire une confidence. Chemin faisant, je ne l'ai pas dit à Catherine, chemin faisant, j'ai passé une partie de mon enfance ici et je me remémorais le cinéma qui n'existe plus. Et cette maison, votre maison, je m'en souviens. Et je devais avoir 10 ans. Ça veut dire il y a 100 ans. Et je me souviens à cause de la petite tour. Mais ça, je ne savais pas, parce que je ne l'avais jamais vu. Évidemment, je n'étais jamais entré. Alors effectivement, c'est une partie de la... Enfin, c'est même plutôt une vue de la maison qui a été faite alors à une époque, à mon avis, qui doit être entre deux guerres, où on a la partie de maison initiale que vous voyez ici, ainsi que la cuisine qui n'était que cette partie où nous sommes au jour d'aujourd'hui, mais sans les étages supplémentaires qui ont été rajoutés un petit peu plus tard. On voit également la tourelle qui était originelle, puisque l'obus n'était pas encore tombé dessus pendant la guerre 39-45, et les portes qui étaient un petit peu différentes. Une maison typique, c'est une architecture typique d'ici. Alors c'est une architecture un petit peu typique, mais comme m'a dû vous l'expliquer... La savante Catherine, effectivement, ces maisons, il n'y a pas de véritable style. C'est plus emprunté sur les goûts et les couleurs des différentes personnes. Là, ce qui a vraiment voulu être figuré, c'est le style flamand. Qu'est-ce qui vous a fait craquer pour la maison ici? Qu'est-ce qui nous a fait craquer pour la maison? Vous allez le voir par la suite, je vais vous montrer. Il y a déjà toutes ces petites parties, l'installation véritable de la maison, mais surtout aussi un petit peu plus haut, vous allez voir la petite salle de bain. Je trouve qu'elle m'a fait vraiment craquer. On peut y aller. Bon, je demande à madame l'autorisation, moi je vous suis. Et j'ai eu la chance de trouver ce livre, qui est un livre d'architecte de 1903. Maison moderne. Voilà, petite maison moderne de ville et de campagne. Et sur son livret 38, j'ai trouvé la vôtre, la mienne, c'est-à-dire la gravure originelle, où on voit juste cette première partie. Tiens, regarde. Et les plans de construction. Ainsi que le pourquoi de la construction. Le pourquoi et surtout quelque chose... Pourquoi ah oui. Enfin, le pourquoi, quand je dis le pourquoi, c'est surtout le pourquoi j'ai trouvé la maison dans cet état-là. Pourquoi il n'y avait qu'une seule... Pourquoi il n'y avait pas de cuisine pour moi dans la première partie? C'est-à-dire quand on regardait les plans initiaux, effectivement, il n'y avait pas de il n'y avait pas de cuisine. On arrivait directement ici dans cette partie, la partie initiale. On avait également au-dessus des chambres, donc 2 fois 2 chambres. Pourquoi? Parce que l'obus, au bombardement, une partie a été détruite ou... Non, non, ça c'est la maison... Bien avant la guerre, c'est la maison à sa construction. Ça. Ah oui. Elle date de 1893, donc on est en 1903, elle a à peu près une dizaine d'années. Enfin, les plans datent de 1893 au départ. Et l'intérêt de cette partie, j'y reviens, c'est que pour moi, je ne voyais pas comment les gens faisaient la cuisine. Et sur ce petit document, tout m'explique que tout est en fait en dessous. Tout était en dessous. Donc je ne comprenais pas pourquoi il y avait une petite sortie sur la tourelle qui se trouve dans les escaliers extérieurs. Et en fait, tout était fait systématiquement. Oui, la cuisine, c'était relégué en dessous. Voilà. La cuisine, il y avait déjà des WC à l'époque, chose
quand même relativement rare, il faut le dire. Et puis, donc, il y avait une petite buanderie. J'aime bien l'intitulé « Chalet à Vimereux », Pas-de-Calais. Oui. Chalet. On les appelait les chalets, ici sur la montée. Bon, ben, merci beaucoup Yann. Je vais vous laisser déjeuner en famille, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit poisson pas mal là, hein, qui est en train avec du beurre dessus, il y avait l'huile d'olive, il y avait tout ce qu'il fallait. On est au bord de la mer, hein. Ça serait malheureux de pas manger du poisson. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Vimereux, spot de kite reconnu par les riders, c'est un fait. Ils étaient une cinquantaine ce week-end pour la finale du championnat de France de speed crossing. Plusieurs manches se sont disputées pendant 3 jours et l'objectif est simple, aller le plus vite possible entre 2 bouées. Le détenteur du record de vitesse en kite, 104 km/h quand même, était présent et il s'est régalé. Ouais, c'est un super spot de kite. On a de la place, il y a du vent assez fréquemment et puis il y a des petites vagues aussi. Ça permet de vraiment se faire plaisir. Effectivement, tout le monde est unanime et personne ne dénigre la Côte d'Opale quand il s'agit de kitesurf et encore moins quand il s'agit de Vimereux, qui est avec 800 le spot de kite par excellence. Pourquoi Vimereux pour le kite? C'est parce qu'on est bien orienté par rapport au vent, par rapport aux vagues. On a régulièrement des conditions qui sont favorables à la pratique de ce sport. Par ici, on est quand même dans un des endroits les plus vantés de France. Moi, j'habite Port-Saint-Louis-du-Rhône, qui est en Camargue, qui est aussi un des endroits les plus vantés de France. Donc voilà, une région qui est habituée au vent fort, aux éléments qui se déchaînent et ça ressemble beaucoup à chez moi. Donc vous avez des beaucoup plus grandes plages et vous avez la marée, ce qu'on n'a pas chez nous. mais non, en termes de vent et de force de vent, vous n'avez rien à nous envier. La discipline se développe bien, il existe même un sport-études kitesurf à Dunkerque. L'un des lycéens plutôt adeptes d'habitude des sauts est venu essayer la vitesse à Vimereux et avec le foil sous sa planche, il a vraiment eu l'impression de voler. Ah, c'est vraiment impressionnant, j'ai pu essayer avant-hier pour découvrir avec un copain et c'est vraiment impressionnant comme sensation. Et la vitesse est 2 fois plus rapide que nous avec notre petite planche de base pour naviguer. C'est tout simplement magique, on se sent complètement libre, on vole au-dessus de l'eau, c'est des sensations un petit peu comme on peut avoir dans les meilleures conditions poudreuses, en neige, en snow. Le kitesurf, et c'est aussi l'avantage de ce sport, se pratique toute l'année, qu'il fasse beau ou pas. L'essentiel étant qu'il y ait du vent et sur la côte, en général, on est plutôt bien servi. Alors Catherine, vous m'avez emmené ici devant cette maison, il y a une raison bien précise, je le sens à votre regard. Ah oui, c'est la villa qui est à l'origine de la création de notre association, le Charme de Vimereux, et qui est également présente en couverture du livre qu'on va sortir en décembre, qui est maintenant dans les mains de l'éditeur. Oui. Et c'est l'histoire des villas, mais racontée par leurs propriétaires. Donc c'est un livre écrit... Un peu comme on vient de le faire. Hein. Voilà, c'est la pratique qu'on fait lors des visites en juillet et en août. Et on a souhaité le diffuser de manière plus large. Donc c'est très compliqué de faire un livre avec plein d'auteurs. Mais on y est arrivé. Ça a été un peu beaucoup de boulot, mais... Merci Catherine pour toutes ces explications sur Vimereux, dont on n'a eu qu'un aperçu. Hein, les histoires, des anecdotes, des maisons, des belles maisons, des gens, etc. Il y en a plein partout. Des surprises Alors, partout. On reviendra, je vous le promets. Comme je sais que vous êtes une spécialiste de kitesurf et qu'il y a la finale des championnats de France, j'ai loué un kite en double. Oui, chic, allez, on y va, on y va. C'est parti. Et puis aussi qu'on parle un petit peu de la tradition de la bière. On ne pouvait pas venir ici dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, sans parler de la bière. Voilà, alors c'est comme si on allait à Bordeaux qu'on ne parlait pas de vin, quoi. Hein. Bon, on va voir un petit peu là-bas comment ça se passe. Tout à fait. On va dans la brasserie là. On va parler de la tradition et puis après de la fabrication.
L'artisanat vous accompagne en Terre de France.